Éric Bordage, bonjour. Vous êtes consultant, indépendant et auteur de l'ouvrage La sobriété numérique. Vous êtes également fondateur de greenIT.fr, qui est un collectif d'experts du numérique responsable et de la sobriété numérique. Je vous laisse développer un peu plus cette présentation, votre action, votre parcours en lien avec le sujet d'aujourd'hui, la sobriété numérique. Donc, de notre côté, nous, greenIT.fr, nous sommes effectivement un collectif d'experts indépendants. Nous sommes le collectif d'experts indépendants qui a, depuis 2004, donc depuis 17 ans, structuré et développé les sujets de la sobriété numérique, du numérique responsable, notamment. Et donc, depuis 17 ans, nous accompagnons des États, des grandes organisations, des startups, tout type, en fait, des collectivités territoriales sur ces sujets, pour les aider à quantifier leurs impacts environnementaux, donc associés au numérique, et les réduire par la mise en œuvre de plans d'action qui soient basés sur donc des quantifications préalables objectives, basées sur des méthodologies du type analyse du cycle de vie. Voilà ce qu'on fait. Évidemment, on a aussi, au-delà de cette casquette, une casquette de citoyens et de citoyennes plutôt militants, puisque le fait d'avoir développé une expertise qui est reconnue comme unique en Europe nous a amené à échanger avec les parties, avec les représentants des pouvoirs publics. Et donc typiquement, nous avons eu la chance d'échanger avec la Convention citoyenne pour le climat. Nous avons la chance en ce moment d'échanger avec les sénateurs et les députés, sénatrices et députés également, sur le projet de loi climat et résilience, sur le projet de loi du Sénat qui passera à l'Assemblée au mois de mai, le projet de loi sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, etc. Donc voilà en gros qui nous sommes et ce que nous faisons. Voilà, une voix qui est vraiment entendue. Voilà, et qui est actée dans les réflexions sur les projets de loi, comme vous l'avez souligné. Alors, expliquez-nous que représente aujourd'hui notre empreinte numérique. Quels en sont les impacts? On parle de cloud, mais tout ça n'est absolument pas nuageux ni transparent. Donc clairement, le numérique est souvent présenté comme immatériel, virtuel dans les nuages et très matériel, à une matérialité comme on dit. À l'échelle mondiale, c'est à peu près 4% des impacts environnementaux des êtres humains, de l'humanité. Ça peut paraître peu, 4%, mais c'était 2% en 2010 et ça sera 6% en 2025. Imaginez que l'humanité triple ces impacts environnementaux entre la période de 2010 à 2025, c'est absolument pas envisageable, ne serait-ce que pensable. Donc, une des spécificités du numérique, c'est une croissance très rapide, quasiment exponentielle, des impacts environnementaux associés. Ces impacts sont, et j'en aurai fini après, de plusieurs natures. Ça va être l'épuisement des ressources abiotiques, donc les fameuses ressources naturelles non renouvelables, dont font partie les métaux critiques à partir desquels on fabrique nos ordinateurs. Ça peut être l'eutrophisation, donc l'asphyxie des milieux aquatiques, la contribution au réchauffement global, qui va se traduire par un dérèglement des climats locaux. En fait, je vais m'arrêter là, puisque la Commission européenne nous enjoint d'étudier 23 indicateurs environnementaux différents pour témoigner de 23 impacts clés majeurs du numérique différents, donc qui s'additionnent tous les uns aux autres. Pour pouvoir réduire les impacts environnementaux du numérique, il faut comprendre où se situent les impacts, et donc clairement en structure d'impact, que ce soit à l'échelle mondiale de la France, d'une entreprise comme L'Oréal, que ce soit à l'échelle d'une collectivité territoriale, Léo reviendra probablement dessus, ou même d'un individu. C'est clairement la fabrication des terminaux des utilisateurs, nos smartphones, nos ordinateurs, nos télévisions connectées, etc., qui va concentrer de 2 tiers à plus de 3 quarts des impacts environnementaux du numérique à l'échelle mondiale, à l'échelle de la France, à l'échelle d'un individu. Donc l'enjeu, c'est de fabriquer moins d'équipements qui durent plus longtemps. Et j'ai une dernière idée à faire passer et j'en aurai fini. L'enjeu, c'est aussi de prendre conscience qu'au-delà des impacts environnementaux qui ont lieu aujourd'hui à court terme, le numérique est une ressource critique, puisque vous êtes des junkies, je suis un junkie, nous sommes tous drogués au numérique, à l'échelle individuelle, nationale, civilisationnelle, et que cette ressource est non renouvelable, puisqu'elle est fabriquée à partir de métaux, de pétrole non renouvelable, etc. Et que c'est toujours dangereux quand on est drogué et dépendant d'une ressource, d'être dépendant d'une ressource qui s'épuise inéluctablement, puisque non renouvelable, et qui sera a priori, selon les études récentes, épuisée d'ici 1 à 2 générations. Et donc, au-delà de la réduction des impacts environnementaux, il y a un enjeu très fort, et c'est comme ça qu'on a forgé le terme sobriété numérique et les démarches sous-jacentes.
Il y a un enjeu à économiser cette ressource critique parce qu'il est dangereux d'en dépendre, critique parce qu'il est formidable pour modéliser le climat, et il est urgent de l'économiser à court terme pour passer de 1 à 2 générations de réserves devant nous à plutôt 4, 5, 6 générations devant nous, pour avoir la chance d'une transition en douceur vers un monde qui sera inéluctablement plus low-tech demain, puisqu'on est en train d'épuiser les dernières réserves de métaux, de pétrole, de ressources halieutiques à partir desquelles on fabrique la technologie au sens large d'aujourd'hui. Donc pour nous, on a vraiment ces 2 enjeux, réduire les impacts, mais aussi économiser la ressource. Donc, on a vu un peu les enjeux, quelles sont les solutions vers lesquelles il faut aller et puis à partir de quand faut-il aller vers ces solutions? Alors, il y a, de nombreuses solutions, donc je vais faire un zoom sur quelques-unes d'entre elles, hein. La clé fondamentale, c'est de fabriquer moins d'équipements qui durent plus longtemps. C'est la première clé, donc moins d'équipements qui durent plus longtemps. La deuxième clé, c'est de se poser la question de l'arbitrage de nos usages, puisque cette ressource est en train de s'épuiser. Que souhaitons-nous faire en tant que civilisation avec les dernières réserves de numérique à notre disposition? Est-ce que c'est augmenter indéfiniment la taille des écrans qui trônent fièrement au milieu de notre salon? Ou est-ce que c'est garantir à nos enfants la possibilité de passer des IRM? Il y a un choix sociétal, politique, au sens noble du terme, que nous allons devoir faire. Les solutions concrètes, c'est évidemment pour allonger la durée de vie des équipements, la réparation, le réemploi, le reconditionnement. Il faut absolument massifier le réemploi. On peut le faire à l'échelle individuelle, on peut le faire à l'échelle d'une entreprise, on peut le faire à l'échelle d'une collectivité territoriale. Et ce qui va alimenter le réemploi, c'est la capacité à pouvoir accéder aux contenus numériques et aux services numériques à travers de vieux, comment dire, des terminaux vieillissants, de vieux smartphones, de vieux ordinateurs. Et donc, il faut éco-concevoir le contenu et les services numériques qui est mis à disposition pour garantir qu'on puisse y accéder au travers d'un ordinateur qui a 10 ans, d'un smartphone qui a 6 ans, 8 ans, sans difficulté, en ayant une expérience utilisateur, un confort d'utilisation qui soit acceptable. Vous parlez aussi d'éco-concevoir des sites, par exemple. Un Oui, site peut être plus ou moins gourmand en oui, tout à fait. énergie. Tout à fait. Alors nous, on ne s'intéresse pas à l'énergie en particulier parce que les sujets sont plutôt l'épuisement des ressources abiotiques, le réchauffement global, etc. Mais clairement, dans l'idée d'éco-concevoir un service numérique ou un contenu numérique, donc un service numérique, c'est un site web par exemple, qui va répondre à un besoin, trouver l'horaire d'un train par exemple. On voit qu'aujourd'hui, avec des méthodes telles que l'éco-conception qui est définie par un standard international, donc c'est une méthode qui est internationalement reconnu, c'est le standard ISO 14062, eh bien, on est capable, pour répondre aux besoins de l'utilisateur, trouver l'horaire de son train, de diviser d'un facteur 1350 les impacts environnementaux associés. Autrement dit, alors que l'humanité vise à un facteur 4 à l'échelle de 2050 pour être soutenable, pour simplement avoir un avenir et pas s'effondrer, on est capable aujourd'hui, au travers de ces démarches dans le monde du numérique, d'atteindre très facilement le facteur 4 à partir du moment où nous décidons, et c'est vraiment une question de décider, de mettre en œuvre ces démarches. Et donc, il est urgent de les faire connaître, de faire prendre conscience de leur effet de levier positif pour qu'on accélère leur mise en œuvre. C'est pour ça qu'on a proposé à Cédrico, il y a 2 ans, dans une tribune, de faire de la France le champion mondial, Cédrico qui est notre secrétaire d'État au numérique, hein, de faire de la France le champion mondial de l'éco-conception des services numériques. On avait proposé préalablement à Mounir Majoubi, qui était son prédécesseur, de le faire. À l'époque, on avait rencontré Brune Poisson et Mounir Majoubi, à qui on avait remis un livre blanc sur ces sujets-là. On l'avait fait encore avec les prédécesseurs, mais on a du mal à enclencher. Pour finir, ce qui est intéressant, c'est que les sénateurs, qui sont quand même plutôt pas les experts de la Startup Nation, a priori, les sénateurs ont décidé d'intégrer dans le projet de loi réduction de l'empreinte environnementale du numérique une disposition qui vise à rendre obligatoire l'éco-conception des sites web de l'État et des grandes entreprises pour nous aider à accélérer le mouvement sur ce sujet. Donc, les élus ont une action. Donc, on l'a compris, le numérique est épuisable. La France, c'est la France, voilà, quelle est votre analyse? Est-ce que c'est la France qui a cette prise de conscience plutôt que les autres pays? Où on en est aujourd'hui, puisqu'il y a urgence, où on en est aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, à l'échelle mondiale, la France se distingue. Alors, je sais que ça fait très franco-français, hein, j'ai beaucoup voyagé, hein, mais concrètement, on échange régulièrement avec le MIT et le PFL. On a des actions concrètes avec le PFL en ce moment, et je peux vous dire que la personne en charge des cours de l'informatique au MIT en première année envie ce qu'on fait aujourd'hui en France.
le PFL, ce sont des étudiants de l'EPFL qui poussent le PFL à agir dans ce domaine-là. Donc, on n'a vraiment pas à rougir de notre, on est vraiment en avance en France et heu et donc on a vraiment une carte à jouer à l'échelle nationale en termes de compétitivité à l'échelle européenne. Très clairement, on peut guider, on peut éclairer pour une fois qu'on a la chance de retrouver un petit peu cet état d'esprit du siècle des Lumières et de pouvoir éclairer sur un certain nombre de sujets, profitons-en quoi, quelque part. Après au niveau de la structure économique des structures économiques, on a, les entreprises sont de plus en plus alertes sur ce sujet-là, parce que les pouvoirs publics leur mettent la pression, parce qu'il en va aussi de leur compétitivité, à elles et comme l'illustrera probablement Hervé Dumas, on a quelques très grands acteurs de la taille de L'Oréal, donc des entreprises du CAC 40 qui commencent à agir vraiment sérieusement sur le sujet. Alors il y en a peu, hein, je pense que là vous avez la chance d'avoir un témoignage qui est assez exceptionnel, mais on a quand même des grandes entreprises qui commencent à s'emparer du sujet. On a des collectivités territoriales qui commencent à s'emparer du sujet. Donc ça y est, le sujet, il démarre. L'enjeu, c'est que le sujet, il démarre suffisamment vite et suffisamment profondément, qu'on ne reste pas dans la superficialité de la démarche pour avoir un effet de levier qui soit suffisamment efficace pour atteindre nos objectifs qui sont finalement le facteur 4 si on veut que nos enfants aient un avenir. Oui, voilà, on verra avec Hervé Dumas qui fait partie du CIGREF, qui est un réseau de grandes entreprises qui œuvre dans ce sens-là. Il nous en parlera, de grandes entreprises et d'administration publique. Un dernier mot, vous parlez de l'octébio. Voilà, développer les octébios, ça veut dire quoi? C'est Bah, ça veut important. dire que tout ce qu'on a appris sur la nourriture et qui est aujourd'hui, standard pour tout le monde, quoi. Je pense pour les j'ai vu qu'il y avait 100 personnes sur les 100 personnes connectées. Aujourd'hui, on a un recours à, tout ce qui est durable, éthique, quand on achète de la nourriture. On a bien compris que le bio, c'était meilleur pour nous et bien souvent, meilleur aussi pour la planète. Eh bien, on doit avoir le même type de réflexe avec le numérique, ce qui est pas du tout développé là, pour le coup. On doit développer, ce type de réflexe et donc avoir une conception du numérique qui soit plus équitable, qui soit plus durable, qui soit moins impactante en termes de santé publique, évidemment. Et puis, voilà, le sujet, c'est vraiment de transposer tout ce qu'on a appris sur d'autres domaines, où on est en avance sur d'autres domaines dans notre compréhension, de transposer le plus vite possible sur le numérique. D'accord. Merci à vous, Frédéric Merci. Bordage. Vous restez avec nous puisqu'il y aura un moment de questions-réponses à la fin. Territoriale avec vous, Jacques Auberti. Bonjour, vous êtes président de la communauté d'agglomération du Sicoval, maire d'Aiguevive, vice-président de l'association des maires de Haute-Garonne et vice-président des interconnectés, et j'en oublie. Vous êtes très impliqué sur le volet numérique du territoire et vous venez d'ailleurs d'envoyer à Cédric O, Frédéric Bordage en parlait tout à l'heure, le secrétaire d'État au numérique, un manifeste intitulé « Pour des territoires numériques responsables ». Il y a 3 ambitions, 9 engagements dans ce manifeste. Est-ce que vous pouvez nous le détailler un peu plus ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc merci de cette invitation, autant d'opportunités effectivement de parler de l'action des territoires. J'ai le plaisir d'être et l'honneur d'être président du SICOVAL, qui est très engagé, y compris au niveau national, dans cette aventure de ce que nous appelons le numérique responsable, dans lequel la question de la sobriété numérique tient une part prépondérante. Nous sommes en effet sur une ligne de crête. Alors, un clin d'œil au mouton numérique, entre une attitude de mouton de panurge, voire même privilégier l'éco-pâturage. Donc, c'est exactement l'équation que nous avons face à nous, effectivement, particulièrement sur la question du matériel, sur la question des infras, mais malgré tout aussi sur la question des usages. Donc, très tôt, lors du précédent mandat, nous étions mobilisés sur cette question même des usages. Quand vous savez que quasiment une personne sur 5 n'a jamais touché un ordinateur, en France, une personne sur 3 dit avoir des difficultés, la question des usages est une question majeure dans un monde où tout est dématérialisation. D'ici l'an prochain, ce sera une généralité. Comment faire en sorte d'accompagner ces publics sans les collectivités territoriales, sans le contact de proximité, point de salut, je dirais, et c'est la raison pour laquelle nous avons remis en février 2020, après un travail assez conséquent, un premier manifeste donc, sur la lutte contre l'électronisme.
Et dans le prolongement, bien évidemment, vous savez que nous sommes passés en 2020 par une nouvelle échéance électorale, et à cet égard, une vraie opportunité pour relever le défi justement de cette transition numérique intelligente qui, en même temps, s'intéresse à la question environnementale, la question sociale aussi, la question de la gouvernance et la place du citoyen dans toutes ces démarches. Sans le citoyen, nous n'avancerons pas, autant être clair. Et c'est la raison pour laquelle nous avons profité en quelque sorte de la mobilisation des nouvelles assemblées délibérantes, celle du SICOVAL particulièrement, mais aussi la place des communes sur le territoire qui est fondamentale pour considérer qu'il fallait que le projet de territoire intègre pleinement cette question du numérique responsable que nous avons décliné sous ces différentes facettes, je vais vous en parler, et qui d'ores et déjà sur nos territoires, et particulièrement sur celui que je préside, fait l'objet d'actions concrètes. À cet égard, des questions pourront suivre et nous ferons un plaisir d'y répondre. Alors, donc, nous avons travaillé intensément depuis les échéances de juillet dernier, avec un temps fort qui a été un forum des interconnectés. Vous avez cité l'association qui est la commission numérique des intercommunalités, ADCF et France Urbaine, pour remettre le 18 mars un nouveau manifeste sur les territoires engagés sur le numérique responsable, en invitant les territoires à se saisir pleinement de la question. Frédéric Bordage a bien positionné les équations. 3 ambitions, 9 engagements, une base commune pour les territoires, sachant que, bien évidemment, selon les spécificités des territoires, chaque territoire pourra mettre l'accent, le cas échéant, sur tel ou tel aspect. Mais l'idée, c'est bien d'en faire un point essentiel du projet politique. Et à cet égard, nous avons, qui plus est, des démarches gouvernementales qui sont autant d'opportunités. Je pense, par exemple, au contrat de relance et de transition écologique, chaque territoire devant se prononcer sur son projet d'ici la fin de l'année. Il y aura donc bien évidemment une mobilisation des territoires avec un partage d'expériences des territoires les plus innovants. SICOVAL, nous nous positionnerons à la fois sur la question de la médiation numérique, mais aussi sur d'autres aspects, d'autres territoires, particulièrement des métropoles. Je pense à Nantes Métropole, La Rochelle, qui sont positionnés. La Rochelle est très positionnée aussi sur cette question donc, de la sobriété. Donc, le premier élément du manifeste que nous portons concerne réellement la question de l'accès au numérique, la question des usages, la question de l'égalité en quelque sorte de tous les citoyens face au numérique, faire en sorte, tout en accompagnant, pourquoi pas faire à la place d'eux, mais aussi donner un droit à avoir un interlocuteur humain, au téléphone, voire un guichet, faire en sorte que le citoyen se sente pleinement accompagné dans cette démarche. Je reviendrai sur l'intérêt qui plus est au regard de la responsabilité en matière de numérique, et faire en sorte que tous les territoires aient un égal accès. Ça, c'est très important. Des moyens conséquents sont déployés par les métropoles à certains endroits, même si certains quartiers peuvent être laissés pour compte, mais nous pensons tout autant au niveau national, dans le cadre de nos associations d'élus, à tous les territoires, même reculés, qui ont droit à cet accompagnement d'égale façon, avoir un déploiement équilibré. Faire en sorte aussi que tout un chacun, qui soit citoyen ou entreprise, ou micro-entreprise du territoire, nous l'avons vu avec la mise en place durant la crise sanitaire d'un certain nombre d'outils, qui sont autant d'outils d'animation aussi du territoire par rapport à la place du numérique, et donc travailler autant pour le public que pour le privé. Et puis instaurer… Oui, pardon. Donc, en tant qu'élu, comment vous faites pour justement développer le numérique, pour le faire arriver à tous, éviter qu'il y ait des zones blanches, vous en avez parlé, vous êtes dans ce paradoxe, tout en gardant un comportement responsable et en donnant l'exemple, en fait, d'un comportement responsable. Comment vous arrivez à résoudre ce paradoxe par vos différentes actions? Alors, c'est la mobilisation
donc effectivement du point d'ancrage de la relation aux citoyens. Ça peut être l'accueil de mairie, ça peut être un tiers-lieu ou un tiers-lieu de médiation numérique au niveau très local, voire même des moyens itinérants. Sur le site Coval, nous pouvons apporter des ressources itinérantes dans les communes qui souhaiteraient avoir des prises de rendez-vous. Ça peut être de la formation pour les personnels des collectivités, des CCAS qui sont au contact, comme on appelle la démarche, par exemple, Aidant Connect. Ça peut être aussi la démarche auprès des entreprises pour qu'elles soient conscientes du potentiel que cela représente, y compris pour elles, qu'il y ait en fait face à elles des clients qui sont conscients des atouts aussi. C'est faire en sorte d'avoir un numérique ludique et non pas un numérique castrateur pour les citoyens. Donc créer de l'intergénérationnel, autant d'actions que nous développons sur notre territoire, grâce aussi, et il faut bien le dire, à la mobilisation du gouvernement. Je pense que nous avons réussi à mobiliser le secrétaire d'État Cédric O, qui, dans le cadre du plan de relance, a développé un grand programme de près de 80 millions d'euros pour servir les territoires avec des conseillers numériques qui seront, dont l'action, nous l'espérons en tout cas, sera bien coordonnée sur le territoire. C'est aussi faire en sorte d'avoir une culture de l'innovation, y compris de l'innovation sociale. L'aspect social dans le numérique nous paraît fondamental. Ça a été, par exemple, le cas pour la 5G. Un certain nombre de débats relativement stériles ont été aussi désamorcés parce que les gens se sont mis autour d'une table pour en discuter, et il appartient souvent aux collectivités plus qu'aux opérateurs, qui eux sont dans une situation pas très favorable, effectivement d'organiser ces débats. Donc je vais vous demander de conclure. Alors, peut-être deux grands volets, puisque donc, il y a eu une ambition sur la question de l'engagement environnemental, et effectivement la question du réemploi, la question aussi, pourquoi pas, de la récupération des métaux rares, des filières qui doivent être locales, parce que, bien évidemment, ces filières-là doivent aussi intégrer d'autres éléments de la transition écologique. Et puis le dernier point, non des moindres, c'est faire en sorte que la donnée soit utilisée à bon escient, avec une part de sécurité très importante, et faire en sorte que les territoires se saisissent pleinement de ces questions-là dans leur projet de territoire. Peut-être pour apporter quelques mots de conclusion et résumer quels sont finalement les grands axes du projet politique que nous portons. Donc le numérique responsable doit être partie intégrante du projet politique des territoires. Ça, c'est vraiment en matière d'action publique, en matière aussi de commande publique, en matière d'exemplarité des collectivités territoriales, que ce soit sur la question de l'équipement, mais aussi sur la question des usages. Utiliser le levier de la médiation numérique pour mobiliser le citoyen, faire en sorte de le sensibiliser à ces enjeux et ne pas avoir effectivement une spirale infernale que nous ne maîtriserions plus dans la relation de proximité. Et puis finalement, dans le prolongement du manifeste que nous avons remis à Cédric O, interpeller, et ça c'est le rôle des associations d'élus, les futurs candidats à l'élection présidentielle l'an prochain, pour leur demander quelles seront les actions fortes de la France, selon eux, pour rejoindre aussi finalement cette ambition que nous avons à l'égard de cette question de la sobriété numérique et du numérique responsable. Merci Jacques Auberty pour votre éclairage et pour votre démarche de territoire engagée sur la transformation numérique et sur son volet environnemental. On a compris que vous serez aussi, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais vous êtes consultant numérique ville intelligente pour le cabinet Espelia, qui est spécialisé dans l'accompagnement des collectivités territoriales, et vous êtes aussi membre aux côtés de Frédéric Bordage du collectif greenIT.fr. Est-ce que vous voulez développer un petit peu cette présentation de votre action avant de nous expliquer comment vous accompagnez les collectivités locales vers la sobriété du numérique? Merci pour l'invitation et très heureux de participer à cet événement. Alors effectivement, je suis membre du cabinet Spelia qui accompagne les collectivités et particulièrement dans leur transformation numérique aussi bien interne que la transformation numérique de leur territoire. Peut-être pour rappel, pour situer, quand on parle de collectivité territoriale, parce que tout le monde n'est pas familier avec le terme, on parle bien des villes, des
groupements de villes qu'on appelle intercommunalités, des départements et des régions. C'est ce type principalement de structures que l'on accompagne dans la transformation numérique et donc de leur territoire. Et ça fait 2-3 ans qu'on s'intéresse de plus en plus voilà, aux thématiques de sobriété numérique, puisque c'est à travers les collectivités, le déploiement de leur stratégie que ces thématiques de sobriété numérique peuvent être aussi déployées sur les territoires, que l'on a commencé à s'intéresser au sujet. Et avec Frédéric Bordage, on a mené à la fois une étude sur les enjeux entre collectivités territoriales et sobriété numérique, qui essayait auprès d'une petite quarantaine de collectivités de mesurer un petit peu, de tester la maturité des collectivités en France sur le sujet. Et puis, on mène aussi un benchmark actuellement pour essayer de quantifier l'empreinte environnementale des collectivités. Et donc, voilà, il y a ce benchmark. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples sur la façon dont vous accompagnez ces collectivités locales vers plus de sobriété numérique? Déjà, est-ce qu'elles en ont conscience? Voilà, est-ce qu'il y a des actions? Quelles actions ont démarré ou démarrent? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, bon, à l'époque où on a réalisé l'étude, il n'y avait pas encore eu tous les projets de loi, les livres blancs qu'on vient de citer. Donc, ça a un peu changé depuis. Mais c'est vrai que les collectivités sont encore... Alors, le sujet est arrivé sur leur table. Elles sentent bien qu'il y a aussi une pression citoyenne qui leur demande de réagir face à cela. C'est quelque chose qui a commencé à être médiatisé, l'impact environnemental du numérique. Et donc, elles doivent répondre à cet appel citoyen. Mais elles n'ont pas encore complètement saisi la multidimensionnalité de la sobriété numérique. Et je peux vous donner quelques exemples de pourquoi s'intéresser aux collectivités territoriales, pourquoi s'intéresser aux communes, aux régions quand on parle de sobriété. On pourrait penser que c'est d'abord quelque chose qui est du ressort des fabricants d'équipements et de smartphones, d'ordinateurs. On pourrait aussi se dire que c'est d'abord une question de normes ISO ou de l'Union internationale des télécommunications. On pourrait dire que c'est du ressort du législateur national ou on va dire, du positionnement individuel. Et en fait, on se dit, les collectivités, les régions, les villes, dans cela, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Et parfois, les collectivités se posent exactement la même question. Elles sont encore dans comment on peut réussir à trouver la bonne articulation entre toutes les strates que je viens de vous citer, qui agissent sur, et j'ai oublié les entreprises aussi, mais qui agissent sur la sobriété, et comment nous, on trouve notre place. Et en fait, elles ont encore un petit peu de mal. Et les premières actions qu'elles mettent en place, alors le SICOAL est un peu particulier, ils sont très, très, très avancés sur le sujet, mais je parle vraiment de façon générale, c'est 2 réflexions. Tout d'abord, les collectivités se disent il faut faire de la sensibilisation auprès des citoyens de leur territoire. Et la deuxième chose, c'est on va essayer de changer nos pratiques internes. Ça, c'est les 2 premières réflexions qu'elles ont. Et souvent, elles en sont encore à ce niveau-là de réflexion. Pourtant, ce n'est pas forcément ce qui a de plus d'impact. Alors, je m'explique, sur la sensibilisation des citoyens, c'est quelque chose qui est important, qui est incontournable. Je veux dire, voilà, il y a des problématiques environnementales sur le numérique, mais il y a un risque aussi de création de frustration. C'est-à-dire, on communique auprès du citoyen en lui disant attention, il ne faut pas renouveler trop souvent son appareil, il faut le faire durer, sa durée de vie. Il faut réussir à peut-être le donner pour qu'il se fasse reconditionner. Sauf que si le citoyen, dans sa proximité géographique, dans son bassin de vie, il n'a pas de solution, il n'a pas d'offre. Le SICOAL parlait de Repair Café, de tiers-lieux, donc de tous ces espaces de ressourcerie, de recyclerie, etc. Espaces où il peut aller au Repair Café du coin et avoir à la fois une ressource en expertise et aussi avec un coût tarifaire qui n'est pas exorbitant, de pouvoir prolonger la durée de vie de ces équipements. Le citoyen se retrouve un peu sans outils face à ça. De même, si on le pousse à permettre, par exemple, que son ordinateur soit reconditionné, il peut se poser des questions sur oui, mais moi, mes données, je préfère peut-être que mon équipement aille à la destruction parce que j'ai des données personnelles dessus. Donc, s'il n'y a pas de tiers de confiance qui permet d'assurer que les données sont bien effacées, etc., les citoyens se retrouvent un petit peu entre le marteau et l'enclume, entre des injonctions contradictoires de il faut changer vos usages, aussi bien sur l'achat de matériel, la durée de vie et sur les usages quotidiens. Et en même temps, parfois, il peut se sentir un petit peu seul face à oui, mais comment je fais dans ma réalité? Et c'est là où les collectivités territoriales peuvent intervenir en mettant en place tout un maillage de services qui, en fait,
entrent en écho complètement avec leurs compétences. Il faut bien se rappeler que les collectivités territoriales ont beaucoup de compétences sur beaucoup de thématiques du territoire, aussi bien sur le développement économique que sur l'inclusion numérique, que sur voilà, des plans climat-énergie, etc. Et donc, elles ont beaucoup de leviers à leur disposition pour mettre en place tous ces services à la population, pour que ça ne reste pas juste des injonctions, mais qu'il y ait une réalité d'outillage derrière. Oui, vous me disiez, c'est un peu les chefs d'orchestre, les collectivités locales. Quels sont les grands conseils, s'il y a des choses concrètes à faire? Vous pouvez me donner quelques exemples concrets de conseils que vous donnez aux collectivités territoriales pour qu'elles arrivent à aller vers davantage de sobriété numérique, comme c'est le thème aujourd'hui, renoncer au progrès technologique. Donc, c'est vrai que vous parliez de ressourcerie. Voilà, quelles sont pour vous les premières choses à faire? Je pense que la première chose à faire, c'est de bien comprendre les enjeux. Et là, je remercie Frédéric Bordage qui fait ce travail pour remettre bien les vrais enjeux de la sobriété numérique, qui parfois est mal comprise par les collectivités, qui est prise parfois seulement par le prisme carbone, alors que l'approche multicritère du numérique est importante. On s'intéresse aux émissions de gaz à effet de serre, mais aussi aux tensions sur l'eau, aux ressources abiotiques, etc., à l'énergie primaire. Donc ça, c'est une première chose, c'est de vraiment réussir à bien comprendre les enjeux et les multidimensionnalités. Ensuite, c'est de trouver, de faire la sobriété numérique un espèce de fil rouge du numérique. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que si la sobriété numérique n'est pas partagée au plus haut sommet d'une collectivité territoriale, il est difficile pour certaines directions d'engager cette thématique. Je prends un exemple simple. Si vous allez voir une direction de communication dont l'objectif est voilà, de faire un site qui a beaucoup de vidéos, beaucoup d'images, etc., et vous lui dites, bon, c'est bien, mais c'est très gourmand, là aussi, elle va se retrouver dans une injonction contradictoire entre son objectif de com et puis une injonction de réduire le gras numérique, on va dire. Et si, en fait, cet appel à la sobriété numérique n'est pas partagé par l'ensemble des directions et n'est pas partagé par une vision politique du territoire, la sobriété numérique est difficile à mettre en place au sein des collectivités. Donc, ça, ce serait la deuxième chose. La troisième chose, et vous l'avez évoqué, c'est d'être chef d'orchestre du territoire. Nous, on travaille sur plusieurs intercommunalités et on se rend compte qu'il y a des acteurs qui sont très, très compétents sur certains segments de la chaîne de valeur de la sobriété. Certains vont être sur le réemploi, d'autres vont être sur le retraitement des terres rares, d'autres vont être sur l'inclusion numérique, Et l'idée, c'est de dire, voilà, il faut un chef d'orchestre qui permette de mettre tout le monde autour de la table et d'essayer de trouver une cohérence à travers tout ça pour passer à l'échelle. Et là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur la perméabilité entre des considérations environnementales et des considérations sociales. Et les deux sont intrinsèquement liés, puisque peut-être pour l'illustrer concrètement, l'idée c'est, voilà, monsieur tout le monde, citoyen d'un territoire, qui n'a pas le dernier système d'exploitation, qui n'a pas fait la dernière mise à jour, mais qui est pourtant un ordinateur fonctionnel, faire en sorte que cette personne puisse accéder aux services de la collectivité. Quand je dis service de la collectivité, c'est réussir à inscrire son enfant à la crèche à travers du numérique, c'est réussir à payer la cantine de sa fille à travers le numérique. Et si la collectivité ne prend pas en compte voilà, cette fracture numérique qui peut se créer en allant trop vite, trop fort, technologiquement, on met de côté toute une partie de la population, aussi bien sur l'accès à des services en ligne que sur des équipements. Et là, le confinement nous a démontré de façon assez forte encore un vrai besoin en équipement de plein de familles pour faire du travail à la maison ou pour aller faire de l'école à la maison. Et en fait, le fait d'avoir un smartphone, le fait d'être connecté à Internet n'est pas synonyme d'être vraiment inclus dans le numérique, puisque pour remplir des formulaires en ligne avec un écran tactile, c'est pas forcément évident pour faire de l'école à la maison, et c'est la même chose. Donc il y a à la fois un enjeu sur les services numériques des collectivités aux citoyens, et puis aussi sur l'équipement des citoyens. Oui, merci pour votre éclairage. Donc, c'est vrai que les territoires doivent avancer sur ces deux fronts
on le répétera jamais assez, sans doute, c'est avancer sur l'aspect numérique, parce que grâce auquel on a pu continuer à travailler, on l'a vu pendant cette crise sanitaire, et en même temps veiller toujours avoir à l'esprit qu'il faut avoir une sobriété numérique si on veut continuer, si on veut faire en sorte que le numérique continue à nous accompagner pendant les années à venir et pour les générations à venir. Merci à vous. Donc, vous restez avec nous parce qu'il y aura des questions. Consultante en sociologie, cofondatrice de l'association Le Mouton Numérique, dont l'objectif est d'éclairer les choix du futur avec les armes du dialogue, ce que l'on fait aujourd'hui. Et puis, vous êtes aussi auteur, autrice, co-auteur du livre Technologie partout, démocratie nulle part. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur votre action voilà, concernant la sobriété numérique? Oui, alors peut-être rapidement, déjà un grand merci pour l'invitation et c'était vraiment très chouette de pouvoir entendre tous les intervenants avant. C'est très riche. J'ai hâte de voir le débat ou en tout cas la discussion collective, donc je vais essayer d'être rapide. Peut-être très rapidement présenter l'association parce que je suis pas sûre que tout le monde connaisse le Mouton Numérique. Donc on est une jeune association qui a maintenant 4 ans. On se dit technocritique, donc ça je pense que c'est un terme qui est important, notamment je crois que c'est Brigitte qui disait au début comment à un moment donné réfléchir aux questions numériques sans rejeter la technologie, et c'est vraiment l'approche nous qu'on a, donc avec en revendiquant ce terme de technocritique, c'est-à-dire qu'on essaye d'apporter en fait un recul critique sur le développement des technologies et du numérique, premièrement pour montrer qu'il n'est pas inéluctable, et ça va être un point qui est important et que je vais développer après, et je vois que ça vient aussi dans les questions dans le chat, parce que c'est vrai que c'est des choses où on a un peu l'impression en fait qu'il y a un peu un train en marche qu'il faut suivre, donc déjà c'est de revenir et de déconstruire un peu ça pour ensuite pouvoir se poser en termes d'orientation qu'on veut donner au numérique et de la place. On a beaucoup entendu parler dans les précédentes interventions du citoyen, et effectivement j'ai l'impression que tout le monde s'accorde un peu là-dessus, tant mieux, mais du coup la vraie question qu'on essaye nous de se poser donc dans ce groupe de réflexion qui est le Mouton Numérique, c'est vraiment du coup quelle place on donne vraiment aux citoyens, pourquoi faire et quels moyens on se donne ensuite pour orienter les technologies vers un avenir plus soutenable, plus souhaitable, etc. Et donc, vous expliquez que pour transformer toutes ces pratiques, eh bien, il faut transformer nos mentalités. Donc, il faut, sans doute, on en a parlé, prendre conscience que le numérique est quelque chose qui a un impact sur la planète, et donc il faut aller vers cette sobriété numérique. Donc, voilà, comment changer les mentalités? Alors, effectivement, peut-être un petit point là-dessus qui est important, c'est que comme ça a très bien été repéré dans le chat, je crois, en fait, c'est toujours compliqué de parler des usages et de dire voilà, que finalement, en fait, il faut que c'est au consommateur de faire attention, c'est au consommateur de régler sa consommation, voilà, de moins utiliser ces outils, de les garder plus longtemps, etc. Mais en fait, il ne faut pas oublier quand même que dans ce rôle-là, on n'est que des consommateurs et qu'en fait, on est quand même très dépendant de tout un tas d'effets structurels qui sont, d'ailleurs, je crois que Frédéric l'avait bien rapporté, hein, si on est cohérent sur cette question de la sobriété numérique, il faut d'abord et avant tout s'attaquer à tout le volet protection et fabrication et donc conception des outils numériques qui est en fait le plus gros volet, mais aussi voilà, prendre en conséquence qu'aujourd'hui le numérique est développé d'une certaine manière, et ce qui fait qu'on arrive à des technologies qui ont ce qu'on appelle des affordances. Donc les affordances, c'est un terme qui peut paraître un peu compliqué pour juste dire en fait qu'on est incité à faire certaines choses. Et donc un exemple peut-être qui va, je pense, parler à tout le monde, c'est vous avez sur Facebook ou sur des applications, il y a ce fameux, des fameux, comment on dit, nudge ou applications, enfin bref, qui sont mis en place pour que vous restiez le plus longtemps possible sur l'application. Et ça, en fait, il y a des chercheurs qui travaillent dessus et qui sont payés pour ça, des chercheurs en neurosciences, des chercheurs en psychologie, en sociologie, pour faire que les usagers restent le plus longtemps possible sur l'application. Donc après, c'est simple de dire t'avais qu'à passer moins de temps. Enfin, oui, ok, mais quand même, derrière, tout a été fait pour que vous passiez le plus de temps possible sur ces outils. Donc, il y a des chercheurs qui nous poussent à utiliser le numérique. Il faudrait qu'il y ait des chercheurs qui nous poussent à la sobriété numérique.
C'est ça. Et il y en a, hein, il y a des collectifs. Là, je pense par exemple au designer éthique, qui est précisément un collectif entre la recherche et la pratique, puisque ce sont des designers qui réfléchissent à ces sujets-là. Et puis même plus globalement, bien sûr, des instituts comme le Green IT ou The Shift Project sont aussi un peu dans cette logique-là, même si c'est un point de vue plus macro et pas seulement dans les usages. Mais en tout cas, je pense que ce qui est clé là-dedans, c'est précisément de se dire qu'il faut sortir de l'idée qu'il faut seulement optimiser les systèmes existants, c'est-à-dire prendre le numérique comme il vient et juste essayer de faire qu'il consomme le moins possible, ou qu'on va recycler le mieux possible les différents composants ou quoi, et que finalement la seule question serait celle des usages qu'il faudrait réguler, mais en fait aller un peu plus loin et se dire déjà comment se font les choix technologiques et comment à un moment donné on arrive à choisir telle caractéristique technique plutôt que telle autre, et du coup, parce que ces caractéristiques derrière vont induire un certain type d'usage. Je vais peut-être donner un exemple, parce que là, ça peut paraître un peu compliqué. L'exemple de la 5G, parce qu'on en parle beaucoup, et j'imagine que c'est des choses qui se semblent un peu floues pour pas mal de monde. Typiquement, voilà, la 5G, aujourd'hui, il y a plein de débats qui sont mis en place par des collectivités pour savoir un peu avec la population, avec les citoyens, qu'est-ce qu'ils en pensent, quels sont les usages que pourraient mettre en avant les collectivités par rapport à la 5G, etc. Mais en réalité, la 5G, les caractéristiques techniques de la 5G, ça fait 10 ans qu'on est en train de les travailler, et aujourd'hui, ces groupes de citoyens, là, enfin ces groupes des dispositifs de démocratie participative, en fait, ne concernent absolument pas les caractéristiques techniques de la 5G. Ça, c'est une agence qui est rattachée à l'ONU, donc c'est un niveau très, 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 très macro, hein, même mondial, qui en fait a pour objectif, tout simplement, d'anticiper les usages du numérique qu'on aura dans 10 ans, et de s'assurer que les réseaux et les caractéristiques techno des réseaux télécoms, en fait, seront assez solides pour soutenir ces usages-là. Donc, en fait, tout le débat devient devient précisément qu'est-ce qu'on anticipe comme usage dans 10 ans. Et Voilà. la question, du coup, derrière, c'est aujourd'hui, qui décide de ça? Enfin, qui anticipe? Et ça, pardon, allez-y. Oui, les entreprises, en fait, déploient, anticipent, et vous voulez faire entendre la voix du citoyen, puisque vous dites on déploie et on réfléchit après, et vous, votre association, votre action souhaite qu'on réfléchisse avant ou en même temps, et qu'on déploie ensuite avec peut-être d'autres choix qui incluent les choix citoyens. C'est exactement ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est en fait assez en termes structurels et organisationnels, c'est assez logique. En fait, les seules personnes qui aujourd'hui sont en position de pouvoir dire moi, je pense que dans 10 ans, il y aura tel usage, en fait, ce sont les industriels qui, eux, orientent la recherche vers tel aspect parce qu'ils ils cherchent des débouchés. Et donc, c'est pas un hasard complet. Si par exemple pour la 5G, dans les principaux attendus en termes de débouchés, c'est d'abord dans le domaine de l'industrie automobile et de l'industrie téléphonique, qui en fait sont des industries qui stagnent depuis quelques années et qui ont besoin d'avoir ces débouchés-là. Donc en fait, il y a des propositions qui sont faites et des anticipations d'usage qui sont faites, qui se retrouvent dans des études prospectives, qui derrière drainent des investissements, et c'est assez logique, ce qui fait qu'il y a une espèce de prophétie autoréalisatrice qui se passe, et on se dit, oui, en fait, en gros, on a décidé que comme axe de recherche, il fallait que ce soit la miniaturisation des composants, par exemple. Et du coup, il y a de l'argent qui va dessus, alors que, comme le disait Frédéric ou je ne sais plus qui avant moi, en fait, aujourd'hui, on sait que plus on va vers de la miniaturisation de composants, moins on va être capable de les recycler. Et souvent, ces composants sont produits avec des métaux rares qui sont... bref, avec qui on va avoir une pénurie. Donc en fait là, c'est typiquement un champ de recherche où si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Donc à un moment, il faut se demander comment on arrive à peser dans le jeu d'acteurs pour arriver à faire entendre d'autres usages, ou en tout cas d'autres visions du futur souhaitables, pour en fait orienter la recherche, les investissements et du coup la forme et les caractéristiques techniques que vont prendre les technologies vers autre chose qui sera plus soutenable et plus souhaitable à terme.
Oui, c'est ce que disait aussi Frédéric Bordage. Il faut qu'on songe à aller vers plus de low-tech, effectivement, pour moins consommer et préserver aussi le numérique. Oui, vous vous dites que rien n'est inéluctable, on peut prendre en main notre destin technologique et qui peut se construire socialement pour peser sur les consortiums industriels. Ça, c'est une bonne idée, mais concrètement, comment on fait? Alors, bah, justement, je trouve que c'est hyper positif qu'il y ait toutes ces, comment on dit, ces dispositifs participatifs là, qui commencent à se mettre en place au sein des collectivités. Alors, ils sont très critiqués à plusieurs titres, hein. Premièrement, parce que ça fait pas tout de réunir des citoyens pour leur demander leur avis, hein. Après, il faut que ces avis soient pris en compte. Et là, ça demande et ça interroge et ça même, je pense, interpelle directement les collectivités et plus globalement, on l'a bien vu avec la Convention citoyenne pour le climat, donc à une échelle plus du gouvernement, qui est à un moment donné comment ces organismes arrivent à s'adapter pour que les recommandations qui sont issues de ces groupes de travail citoyens soient réellement pris en compte dans les instances de décision. Alors qu'aujourd'hui, c'est trop souvent décalé, ce qui fait que la plupart du temps, en fait, ces instances ces dispositifs participatifs sont plus des instances de délibération sans conséquence, pour reprendre un terme de la sociologue Sarah Aguiton, et finalement, ça entraîne plus de frustration qu'autre chose. Mais en fait, on pourrait au contraire se dire que on prend au sérieux ce type de dispositif, qu'on les généralise et que les instances de décision soient greffées à ce genre de dispositif. Et sinon, peut-être plus globalement et peut-être moins institutionnellement, il faut rappeler, je crois que ça a été dit tout à l'heure, l'exemple des étudiants qui, à Polytechnique, justement, font un peu de forcing pour réorienter, ne serait-ce que l'orientation aussi pédagogique, mais aussi qui font pression sur les entreprises dans lesquelles elles vont intégrer. Il y a eu la même chose à Centrale, et il y a quand même un mouvement de fond qu'on voit aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important de voir, c'est que on n'est pas que dans un cas où en fait il s'agit d'apprendre aux citoyens à gérer sa consommation, ou qu'il faut seulement lui expliquer comment faire et que le citoyen est forcément à la rue. En fait, il y a tout un tas de collectifs et de mobilisations qui existent aujourd'hui et qui, en revanche, remettent souvent en cause des questions beaucoup plus structurelles. Et ça, pour avoir rencontré justement dans le cadre de l'association des femmes qui se mobilisaient contre l'installation d'un data center à 10 mètres de chez elles, donc vraiment en face de chez elles. Ce qu'elle disait, c'est gentil de recevoir des papiers et des prospectus de la mairie pour me dire de faire attention à ma consommation d'énergie, mais en fait, en face de moi, il y a un data center qui vient de s'installer, qui consomme énormément pour, en fait, quand on regarde les activités qu'il héberge, c'était quasiment que du trading de haute fréquence. Donc là, on revient sur la question de se dire, bon, à un moment donné, qui est toujours dans cette même optique, en fait, quels usages on veut mettre en avant, du coup, quelle infrastructure derrière on veut pour soutenir ça, et comment on fait le lien. Oui. Donc, on conclura sur le fait, voilà, tout l'accent que vous mettez sur l'importance des actions citoyennes en tout genre. Ça peut être très concret et ça peut changer aussi les choix technologiques. Je cite aussi l'action citoyenne HOP, halte à l'obsolescence programmée, peut-être en conclusion, et après on passera au moment de questions. Oui, bah, par exemple, effectivement, le collectif HOP, c'est très intéressant ce qu'ils ont fait, et là, c'est un exemple concret de mobilisation qui, à un moment donné, a abouti sur. Donc là, en l'occurrence, la reconnaissance de l'obsolescence programmée comme un délit en 2015. Et typiquement, ça, ce sont à un moment donné des citoyens qui se sont réunis en association, qui ont produit maintenant, ils ont presque un statut de groupe de réflexion, voire de think tank, hein. Ils produisent des rapports, de la connaissance sur le sujet, et c'est quand même grâce à eux, en partie, que le terme d'obsolescence programmée, donc l'obsolescence programmée, on en a beaucoup entendu parler, notamment pour les imprimantes, c'est-à-dire que voilà, au bout de 2 ans ou de X années, votre imprimante ne fonctionne plus, donc vous êtes obligé d'aller en racheter une autre. Mais après, il y a d'autres types d'obsolescence. Il y a aussi l'obsolescence marketing, qui est que tous les ans, vous avez une nouvelle version de votre téléphone, donc à un moment donné, vous allez être incité à en acheter une autre, ou l'obsolescence logicielle. Votre équipement, il dure, mais en fait, il n'y a plus aucune application qui fonctionne dessus, donc vous êtes quand même obligé de passer à un autre équipement, bref. Et du coup, eux, ils ont vraiment eu une force de lobby
dit citoyen, on peut le dire comme ça, qui a eu un impact concret derrière en termes de d'interdiction juridique, donc de changement de la loi, qui à un moment donné contraint du coup les industriels en question à s'adapter à cette loi. Donc il y a une vraie dynamique fructueuse qui se met en place, et c'est vrai que je crois plus à ces contraintes en fait qui viennent à un moment donné du bas, qui sont ancrées un peu dans le marbre avec voilà, une loi ou quelque chose de juridique, en tout cas de contraignant, et que les entreprises du coup vont être obligées de s'adapter par rapport à ça, plutôt que de laisser les entreprises s'adapter seules, et comme on l'a dit aussi, avec toujours ce risque d'être le passager, enfin pas le passager clandestin, mais comment on dit, c'est le prisonnier, le dilemme du prisonnier, c'est ça. C'est-à-dire, si je le fais, en fait, je vais être le seul pénalisé, etc. Donc voilà, merci d'avoir souligné l'importance des actions citoyennes aussi qui peuvent faire entendre leur voix. On passe au moment de questions-réponses. En fait, j'ai des questions pour chacun d'entre vous. Je vais le reprendre peut-être dans l'ordre. J'ai une question. D'accord. J'ai peut-être une dernière question à Frédéric Bordage. La compétition internationale est-elle un frein au déploiement des pratiques d'éco-conception pour les entreprises françaises en l'absence de législation internationale? Alors, juste avant, je voulais faire un petit aparté, vous dire que dans le cadre du projet de loi climat et résilience, on a un des amendements qu'on coportait avec Déclic, une association d'étudiants de Sciences Po, qui est passé, et que donc la sobriété numérique, le mot-clé a été rajouté pour que ça soit inclus dans les programmes scolaires, pour info. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Ça va pas assez loin. On aimerait bien avoir aussi des ingénieurs qui soient formés à l'ACV, à l'éco-conception, mais bon, voilà. Donc, on progresse doucement, mais on avance, quoi. C'est un début. Donc après, est-ce que le fait qu'il y ait l'absence de réglementation internationale sur l'éco-conception des services numériques, est-ce que c'est gênant? Pas du tout. Je veux dire, il faut à la fois, c'est important d'avoir des contraintes réglementaires, mais c'est aussi important simplement de comprendre qu'au travers d'une démarche d'éco-conception de ces services numériques, on va être plus compétitif. Et donc, il ne faut pas attendre d'être contraint par la loi pour devenir le Google de demain. Le Google de demain, il aura forcément l'ADN du développement durable en plus dans ses gènes, que ce qui existe aujourd'hui. Il sera forcément un hybride avec de la low-tech, parce que à court terme, enfin à l'échelle de quelques générations, ça va devenir compliqué de fabriquer le monde dont on nous fait rêver, où il y a des voitures autonomes qui se baladent toutes seules, blindées d'IA, pleines d'écrans, dans des smart cities, mais où vont-ils chercher les matériaux pour fabriquer tout ça concrètement? Et donc, non, n'attendons pas les contraintes réglementaires, surtout, parce qu'on passera à côté du succès de nos startups, quoi, concrètement. Donc, nous, pour vous donner un exemple, en 20 secondes, promis, on a accompagné Weatherforce, une startup qui est basée à Toulouse, chez vous, concrètement, qui ne savait adresser que les agriculteurs des pays développés pour vendre ses prévisions pluviométriques. On a éco-conçu de façon radicale en facteur 4 leur service numérique. Aujourd'hui, ça va attaquer l'ensemble des pays émergents. Ils ont divisé par 70 l'impact de leur service numérique, impact environnemental, tout en faisant un enabler, tout en leur donnant la capacité à conquérir le monde. Voilà, c'est ça. N'attendons pas d'avoir des contraintes réglementaires. Au contraire, innovons grâce à cette pression qu'on a pour construire un avenir plus enviable pour nos enfants. D'accord. Donc, ce sera votre mot de la fin. Je dois passer la parole à Roland Tournier. Peut-être que je vous laisse à chacun. Vous avez parlé 30 secondes, 15 secondes pour un mot de la fin. Léo Donce. Yael Benayoun, le mot de la fin, et je passe ensuite la parole à Roland Tournier. Alors du coup, moi, je vais rebondir sur les propos de Léon, comme ça, ça fera parfaire. Non, effectivement, je pense qu'il ne faut vraiment pas oublier la dimension sociale dans la dimension écologique. Et d'ailleurs, il y a un terme, je pense, qui commence à se populariser et qui est important, qui est le terme d'inégalité environnementale, et du coup à relier avec les inégalités territoriales et les inégalités sociales qui peuvent être liées au déploiement d'outils. Donc, je prenais par exemple le cas des data centers tout à l'heure. Voilà, c'est pas un hasard si des data centers s'installent plutôt à La Courneuve et moins au cœur de Paris. Et du coup, c'est toujours peut-être cette attention aussi auquel il faut être vigilant. On a ça aussi pareil dans les entreprises où voilà, le télétravail touche pas non plus
pareil, les mêmes salariés, parce qu'on ne veut pas garder les salariés de la même, de la même manière. Il y a des salariés où on va favoriser un haut taux de turnover parce que ça arrange bien les entreprises. Je pense notamment dans les secteurs de la grande distribution, par exemple, les postes de caissier, voilà, alors que des postes de cadre, on n'aura pas la même vigilance, on ne va peut-être pas mettre en place les mêmes accompagnements aussi là-dedans. Donc c'est juste toujours cette dimension-là qu'il faut bien, je pense, essayer de tenir pour ne pas louper un aspect de la question. Ne pas lâcher la vigilance citoyenne. Et merci à vous, Yael Benayoun. Donc, pour clôturer ce colloque organisé par Disrupt Campus Toulouse autour du thème de la sobriété numérique, je vous donne la parole à Ronan Tournier. Bonjour, vous êtes membre d'honneur du comité directeur de Disrupt Campus Toulouse. Je vous laisse donc la parole pour un mot de conclusion. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants parce que pour ces très riches échanges que j'ai trouvé vraiment absolument très, très intéressants. Disrupt Campus, c'est le dispositif d'innovation entre étudiants et entre start-up, entreprises. Ça s'oriente aussi vers ce volet écologique que, mine de rien, c'était orienté sur la transformation numérique, mais l'écologie prenant un impact, enfin le numérique ayant un impact non négligeable, comme vous l'avez fortement souligné tous, et je vous en remercie. Ce dispositif s'oriente vers ça aussi. J'ai retenu de vos discussions, malgré un paysage un peu alarmiste et qui pourrait être effrayant hein, pour des gens qui arriveraient de nous, il y a quand même de l'espoir. Ça, c'est le côté vraiment très positif, que même les très grands groupes, on voit que même ceux qui n'ont pas encore changé vont être contraints inévitablement à un moment à changer, parce qu'ils sont même plus capables de produire leurs propres appareils à un moment. Donc, il y a cet espoir. Je dirais une petite conclusion sur la formation, parce qu'on a parlé du secondaire et on a mentionné l'université. J'ai vu aussi l'INSA, notamment qui avait répondu on a une précision pour l'INSA dans le chat. Pour l'université, effectivement, on forme les gens, on les sensibilise petit à petit à ce genre de choses. Il y a même un groupe du CNRS qui s'appelle EcoInfo qui a qui a rédigé un référentiel pour les formations qui veulent inclure le côté éco-responsable dedans, donc que ce soit de formation aussi bien pour le numérique, mais que pour la chimie ou pour de la biologie ou d'autres domaines, voire même des sciences sociales. Toutefois, ce que je retiens quand même aussi, c'est que nous, on forme une génération, comme le secondaire, que les universités ne représentent que 3% de la formation continue, donc on a un énorme besoin, effectivement, de relais par les collectivités, par les entreprises, qui sont les deux acteurs principaux qui vont avoir un appui sur la formation continue, parce qu'on n'a que 3%, nous, ça ne représente que 3% de ce public-là, pour sensibiliser l'intégralité des citoyens à cette éco-responsabilité. Je conclurai hein, sur ce côté-là, c'est que pour certains qui disaient dans le chat, j'ai vu des difficultés, qu'il faut se rassurer, avec des personnes qui seraient un peu réfractaires, qu'il faut se rassurer, dans le lot. D'accord. J'ai peut-être une dernière question à Frédéric Bordage. La compétition internationale est-elle un frein au déploiement des pratiques d'éco-conception pour les entreprises françaises en l'absence de législation internationale? Alors, juste avant, je voulais faire un petit aparté, vous dire que dans le cadre du projet de loi climat et résilience, on a un des amendements qu'on coportait avec Déclic, une association d'étudiants de Sciences Po, qui est passé et que donc la sobriété numérique, le mot-clé a été rajouté pour que ça soit inclus dans les programmes scolaires, pour info. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Ça va pas assez loin. On aimerait bien avoir aussi des ingénieurs qui soient formés à l'ACV, à l'éco-conception. Mais bon, voilà. Donc, on progresse doucement, mais on avance, quoi. C'est un début. Donc après, est-ce que le fait qu'il y ait l'absence de réglementation internationale sur l'éco-conception des services numériques, est-ce que c'est gênant? Pas du tout. Je veux dire, il faut à la fois, c'est important d'avoir des contraintes réglementaires, mais c'est aussi important simplement de comprendre qu'au travers d'une démarche d'éco-conception de ces services numériques, on va être plus compétitif. Et donc, il ne faut pas attendre d'être contraint par la loi pour devenir le Google de demain. Le Google de demain, il aura forcément l'ADN du développement durable en plus dans ses gènes,
que ce qui existe aujourd'hui. Il sera forcément un hybride avec de la low-tech parce qu'à court terme, enfin à l'échelle de quelques générations, ça va devenir compliqué de fabriquer le monde dont on nous fait rêver, où il y a des voitures autonomes qui se baladent toutes seules, blindées d'IA, pleines d'écrans, dans des smart cities, mais où vont-ils chercher les matériaux pour fabriquer tout ça concrètement? Et donc, non, n'attendons pas les contraintes réglementaires, surtout, parce qu'on passera à côté du succès de nos startups, quoi, concrètement. Donc, nous, pour vous donner un exemple, en 20 secondes, promis, on a accompagné Weatherforce, une startup qui est basée à Toulouse, chez vous, concrètement, qui ne savait adresser que les agriculteurs des pays développés pour vendre ses prévisions pluviométriques. On a éco-conçu de façon radicale en facteur 4 leur service numérique. Aujourd'hui, ça va attaquer l'ensemble des pays émergents. Ils ont divisé par 70 l'impact de leur service numérique, impact environnemental, tout en faisant un enabler, tout en leur donnant la capacité à conquérir le monde. Voilà, c'est ça. N'attendons pas d'avoir des contraintes réglementaires. Au contraire, innovons grâce à cette pression qu'on a pour construire un avenir plus enviable pour nos enfants. D'accord. Donc, ce sera votre mot de la fin. Je dois passer la parole à Ronan Tournier. Peut-être que je vous laisse à chacun, vous avez parlé 30 secondes, 15 secondes pour un mot de la fin. Léo Donce. Yael Benayoun, le mot de la fin, et je passe ensuite la parole à Ronan Tournier. Alors du coup, moi, je vais rebondir sur les propos de Léon, comme ça, ça fera parfaire. Non, effectivement, je pense qu'il ne faut vraiment pas oublier la dimension sociale dans la dimension écologique. Et d'ailleurs, il y a un terme, je pense, qui commence à se populariser et qui est important, qui est le terme d'inégalité environnementale, et du coup à relier avec les inégalités territoriales et les inégalités sociales qui peuvent être liées au déploiement d'outils. Donc, je prenais par exemple le cas des data centers tout à l'heure. Voilà, c'est pas un hasard si des data centers s'installent plutôt à La Courneuve et moins au cœur de Paris. Et du coup, c'est toujours peut-être cette attention aussi auquel il faut être vigilant. On a ça aussi pareil dans les entreprises où voilà, le télétravail touche pas non plus les mêmes salariés, parce qu'on ne veut pas garder les salariés de la même manière. Il y a des salariés où on va favoriser un haut taux de turnover parce que ça arrange bien les entreprises. Je pense notamment dans les secteurs de la grande distribution, par exemple, les postes de caissier, voilà, alors que des postes de cadre, on n'aura pas la même vigilance, on ne va peut-être pas mettre en place les mêmes accompagnements aussi là-dedans. Donc c'est juste toujours cette dimension-là qu'il faut bien, je pense, essayer de tenir pour ne pas louper un aspect de la question. Ne pas lâcher la vigilance citoyenne. Et merci à vous, Yael Benayoun. Donc, pour clôturer ce colloque organisé par Disrupt Campus Toulouse autour du thème de la sobriété numérique, je vous donne la parole à Ronan Tournier. Bonjour, vous êtes membre d'honneur du comité directeur de Disrupt Campus Toulouse. Je vous laisse donc la parole pour un mot de conclusion. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants parce que pour ces très riches échanges que j'ai trouvé vraiment absolument très, très intéressants. Disrupt Campus, c'est le dispositif d'innovation entre étudiants et entre start-up, entreprises. Ça s'oriente aussi vers ce volet écologique que, mine de rien, c'était orienté sur la transformation numérique, mais l'écologie prenant un impact, le numérique ayant un impact non négligeable, comme vous l'avez fortement souligné tous, et je vous en remercie. Ce dispositif s'oriente vers ça aussi. J'ai retenu de vos discussions, malgré un paysage un peu alarmiste et qui pourrait être effrayant pour des gens qui arriveraient de nouveau, il y a quand même de l'espoir. Ça, c'est le côté vraiment très positif, que même les très grands groupes, on voit que même ceux qui n'ont pas encore changé vont être contraints inévitablement à un moment à changer, parce qu'ils sont même plus capables de produire leurs propres appareils à un moment. Donc, il y a cet espoir. Je dirais une petite conclusion sur la formation, parce qu'on a parlé du secondaire et on a mentionné l'université. J'ai vu aussi l'INSA, notamment qui avait répondu on a une précision pour l'INSA dans le chat. Pour l'université, effectivement, on forme les gens, on les sensibilise petit à petit à ce genre de choses. Il y a même un groupe du CNRS qui s'appelle EcoInfo qui a qui a rédigé un référentiel pour les formations qui veulent inclure le côté éco-responsable dedans, donc que ce soit de formation aussi bien pour le numérique, mais que pour la chimie ou pour de la biologie ou d'autres domaines, voire même des sciences sociales. Toutefois, ce que je retiens quand même aussi, c'est que nous, on forme une génération,
comme le secondaire, que les universités ne représentent que 3% de la formation continue. Donc, on a un énorme besoin, effectivement, de relais par les collectivités, par les entreprises, qui sont les deux acteurs principaux qui vont avoir un appui sur la formation continue, parce qu'on n'a que 3%, nous, ça ne représente que 3% de ce public-là, pour sensibiliser l'intégralité des citoyens à cette éco-responsabilité. Je conclurai sur ce côté-là, c'est que pour certains qui disaient dans le chat, j'ai vu des difficultés, qu'il faut se rassurer avec des personnes qui seraient un peu réfractaires, qu'il faut se rassurer. Dans le lot des organisations, il y a des pragmatiques du changement, qui au début ne sont pas convaincus, mais qui une fois sont convaincus, vont changer. Et ils entraîneront les réfractaires inévitablement au bout d'un moment. Mais ça passe par de nombreuses discussions, sensibilisations, dont on voit autour de la table de très nombreux acteurs dont votre mission principale est de la sensibilisation, en fait, principalement. Et on vous remercie énormément pour ça. Merci à vous, Ronan Tournier. C'est donc la fin de ce colloque et je tiens à remercier nos 5 intervenants pour leur participation et leur éclairage, ainsi que Disrupt Campus Toulouse pour l'organisation, Brigitte Poitrevino, Julie Altarache. Donc, merci également à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Je crois qu'il y a une centaine de personnes qui ont pu suivre ce colloque. Et bel après-midi à toutes et à tous. Merci à tous. Merci beaucoup beaucoup. pour ce débat très, très riche et très intéressant qui, j'espère, vont donner lieu demain à de plus fortes actions. En tout cas, on a bien compris qu'au niveau individuel, on pouvait être tous acteurs. Merci Yael de m'avoir rappelé. Et on vous souhaite un bon après-midi. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir. Convertir l'enregistrement, on n'a rien touché.